Salut André Clodo. Ça va? Ça va bien et toi? Ah, ça va, je suis heureux de te recevoir de mon paradou. La società costringe gli uomini ad essere vittime o carnefici. Gli internazionalisti, non adattandosi al ruolo di vittime e rifiutando quello di carnefici, hanno scelto l'unica via per uscire da questo dilemma e si sono fatti ribelli. André Clodo, je prépare ta biographie pour le dictionnaire du mouvement ouvrier. Me permettras-tu de te poser quelques questions afin de parfaire un peu ton itinéraire en liaison bien entendu avec ton âge. En 1914, tu as quelques 22 ans et tu es, je ne dirais pas sympathisant, mais même très actif dans le mouvement anarchiste. Comment réagis-tu à la guerre de 1914 qui a marqué, tu le sais, l'effondrement des deux grandes idéologies qui caractérisent le mouvement ouvrier français, le socialisme, l'anarchisme et j'englobe bien entendu le syndicalisme. Je suis resté d'accord avec ma conscience antimilitariste. En faisant encore avec la campagne magnifique d'amener Jaurès avant son assassinat, et puis, avec mes camarades libertaires, nous n'avons cessé de faire de l'agitation contre la guerre jusqu'à, comme moi, notre mobilisation. J'avais quitté Paris à la suite de poursuites menées contre moi par le juge d'instruction Chêne-Benoît, qui, au sujet d'un médecin qui, en somme, condamnait l'emploi de l'armée dans les grèves, m'avait inculpé de provocation militaire au meurtre, au pillage et à la désobéissance. Alors, ma foi, ces poursuites-là m'avaient beaucoup honoré. Le vieux Pierre Martin, touché par une lettre de ma maman, très ému, m'a dit « Allez, ne va pas chez le Chapouret, rejoins Dijon, où tu continueras le bon combat contre la guerre. » Et ma foi, j'étais assez vexé, parce que je me trouvais très honoré par ces poursuites. Il me semblait que ça me mettait au niveau d'une de mes grandes admirations, laquelle était Grand Jouan, ce dessinateur hors ligne et militant, mort il y a très peu de temps, à 90 ans passés, et dont la presse ouvrière n'a pas beaucoup parlé. Je suis tout de même allé aux armées. Malgré moi, j'ai fait la guerre qui m'est restée jusque-là. Je suis revenu d'ailleurs à ma démobilisation dans l'état où certains déportés sont revenus de la guerre d'Hitler, les camps de la mort. Ça m'avait coupé l'appétit, sérieusement. Seulement, je n'ai pas cessé de dessiner et de peindre, malgré des interdictions militaires. L'anarchia, l'amante mia. À un certain moment de cette guerre va éclater la révolution russe. J'ai eu le temps, étant encore au front, de défendre la révolution d'octobre auprès de mes camarades, auprès des soldats. C'était une veine pour moi que ça n'ait pas eu des conséquences beaucoup plus graves. Mais néanmoins, ayant envoyé des dessins à Sébastien Faure, qui venait de lancer ce qu'il faut dire, il s'est trouvé que Mauritius, secrétaire de rédaction, est allé présenter mes dessins du front, qui étaient signés de moi, de mon nom, avec mon secteur postal militaire et le numéro de mon régiment,
j'envoie mes dessins à Sébastien Faure, je les lui confie parce que j'avais l'impression que je serais tué et que ces dessins avaient valeur de témoignage. Je les lui ai envoyés pour qu'il les publie un jour. Mais Mauritius, immédiatement, est allé les porter à la censure, ce qui était me désigner au coup d'un conseil de guerre éventuel. Mais la censure a accepté l'un de mes dessins, le plus anodin, avec une légende que Sébastien Faure a pu publier dans le numéro de Ce qu'il faut dire, qui a été édité au lendemain des mutineries de 1917, sur papier rouge. Et ce dessin a eu son petit succès auprès de mes camarades dans mon régiment. Mais ils s'attendaient à ce que je le paie cher. Mais il ne s'est rien produit. On a fait semblant de l'ignorer. Les soldats sont des matricules et cessent d'être des humains. Les casernes sont des lieux malsains et les galonnets des crapules. J'ai toujours fait de la propagande antimilitariste parce que je hais la guerre. Et s'il n'y avait pas d'armée, il n'y aurait pas de guerre. Et à Saint-Nazaire, j'entendais les soldats partir au front. Ça se passait la nuit. Et on les reconnaissait par leur chant. C'était lugubre. Mais c'est parce que les Anglais chantaient le Tipperary, It's a long way from Tipperary. C'était assez lugubre. Et puis alors les Français chantaient les chansons de marche, la Madelon et autres. C'était lugubre d'entendre ces soldats partir comme ça. Puis on voyait les trains de blessés qui revenaient. Atroce. Ça m'a vraiment dégoûté de la guerre. Hein. Et des soldats. Aussi. Parce que je me disais, Crénon, je sais pas pourquoi est-ce qu'ils vont se faire tuer comme ça. Pourquoi? C'est dégoûtant. Mais les soldats, ils étaient obligés d'y aller. Et ils étaient obligés, écoutez, il y en a qui sont pas partis. Hein. Bon. Et vous en connaissez qui ne sont pas partis? Oui, j'en connais qui ne sont pas partis. Je les ai connus après. On leur a fait un sort, évidemment. On les a mis en prison. Oui, j'en ai connu qui ne sont pas partis. J'ai connu Lecoing, par exemple. Il n'est pas parti. Non seulement il n'est pas parti, mais il a fait un tract pendant la guerre. Et qui distribuait dans les rues de Paris. Et à ces soldats, vous leur en vouliez d'être non, aussi passifs? Je trouvais qu'ils étaient des moutons. C'était des moutons, c'était pas des hommes. Je me disais, moi, si j'étais un homme, j'irais pas. J'irais pas. Ils vont se faire tuer pour qui? Pourquoi? Ils risquaient gros de ne pas partir en cette période de guerre. Si tous avaient refusé, il n'y aurait pas eu de guerre. Là. Oui. Parce que les hommes obéissent, au doigt et à l'œil. On leur avait bourré le crâne avec patrie, l'Alsace-Lorraine, il fallait reconquérir l'Alsace-Lorraine. Qu'est-ce qu'ils en avaient à foutre de l'Alsace-Lorraine? Je me demandais un peu. Le 27 août 1914, les Allemands entraient à Saint-Quentin, où je me trouvais avec mes parents. Je peux dire qu'en matière de pacifisme, je me suis fait sur le tas. J'ai connu la guerre. Je l'ai vécue. Sous l'occupation allemande, mais avec toutes ces misères. J'ai vu ces soldats, blessés ou mourants, qu'on transportait sur des charrettes qui, laissez-moi vous le dire alors, ne portaient pas des pneus de caoutchouc, des rudes roues en fer cerclé. J'ai vu, j'ai suivi gamin ces charrettes, tout le sang s'est coulé. J'ai entendu ces plaintes, j'ai entendu ces cris. J'avais à peine 15 ans, j'étais un adolescent sensible, malléable à cet âge. Ça ne m'a jamais quitté de l'esprit. Et alors, d'avoir vu ce que j'ai vu à un âge tendre, un âge où les images, où les souvenirs s'imprègnent, et je peux même dire à jamais, j'ai acquis une sorte de haine de la guerre, aussi stupide qu'inutile. Et très souvent pendant la guerre, sous l'occupation allemande, des soldats allemands tentaient de prendre contact avec nous par une sorte d'affinité humaine. Nous nous y refusions. Et ils voulaient parler avec nous. Ils voulaient chanter les cantiques, c'était des protestants allemands, sans nul doute. Ils voulaient chanter les cantiques à nos côtés, mais nous ne voulions pas. Mais un jour, l'un a forcé notre porte. Il est entré dans la salle où nous étions en criant « Bruder, Bruder », ce qui veut dire « frère ». Et il nous a tenu un discours que nous ne comprenions pas. À un moment donné, relevant son ceinturon, il l'a jeté par terre, j'entends encore. Le bruit de ce ceinturon venant frapper le mur,
Ce geste de désarmement spontané, là aussi, m'a marqué. Et quelques jours après, nous avons appris, car le ceinturon, il a été récupéré, le numéro matricule du pauvre soldat était indiqué. Et alors il était passé au Conseil de guerre, il est passé au Conseil de guerre, et une petite affichette nous a annoncé à tout le peuple de Saint-Quentin, plus de 40 000 habitants, qu'il avait été fusillé. Mais ce garçon que j'avais vu, criant son besoin de paix, de pacifisme, jetant sa baïonnette, sachant pertinemment qu'il serait pris très rapidement, qu'il passerait au Conseil de guerre, et que l'exécution mettrait fin à ses jours, cet exemple-là, là aussi, m'a marqué. J'ai éprouvé une haine charnelle de la guerre, et c'est à l'origine de mon pacifisme. C'était la mobilisation générale. Alors moi j'avais 10 ans et demi. Oh, je dis à mon oncle, je sais plus comment j'ai dit, mais enfin, la guerre, la guerre. Mon oncle m'a regardé et il m'a dit, tais-toi, la guerre, c'est l'assassinat des paysans. Alors nous retournons de Rubécourt à Arras et nous retournons sur une plateforme de wagons de marchandises, simplement une simple plateforme, assis sur la plateforme. Alors bon, les Allemands sont là et pour nous, à la fin de tout, la guerre était terminée. L'armée française en déroute, l'armée allemande au garde à vous. Et pour moi, ils allaient aller, pour nous, ils allaient aller jusqu'aux Pyrénées. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Et le front s'établit à 800 mètres du collège. Derrière la gare, ouverture des classes dans toute la France. Et ma mère reçoit un télégramme du ministère de l'Instruction publique. S'il se présente une élève, vous ouvrez le collège. Se présente une élève, mais une seule. Et ma mère lui dit, retourne chez toi, je ne t'ai pas vu, ne dis à personne que tu es venu. D'accord avec les autorités militaires, elle ferme le collège, et voici que ma mère, 3 professeurs et 3 surveillantes, 3 pionnes, sont 7 enfermés là, le front est là, on commence à bombarder la ville d'Arras. Alors ça faisait 7 femmes qui tricotaient dans la cave, on avait acheté toute la laine à tricoter des magasins d'Arras, des chandails, on disait pas des poules à l'époque, pour les soldats qui étaient dans les tranchées, en tenue d'été, au mois d'octobre, il y avait froid. Et nous, les gosses, on partait dans les boyaux, porter jusqu'en première ligne, les chandails, mon frère et moi, dans les tranchées. Et une fois, en revenant, les mitrailleuses allemandes se sont mises à tirer. Moi, j'étais dans un boyau qui était pas plus haut que ça, et pas épais. J'étais le ventre à plat dans la boue glacée, mais je savais bien qu'il fallait... s'il y avait quelque chose qui dépassait, c'était seulement les fesses. J'avais compris ça. À 10 ans et demi, j'avais compris ça. Bon, les grands blessés arrivent. L'hôpital militaire est vite plein. On en reçoit quelques-uns au collège. Et alors bon, ils sont arrivés. Et puis finalement, il y en a qui ont hurlé toute la nuit, qui sont morts à l'aube. Et j'ai entendu le hurlement et j'ai su qu'ils étaient morts à l'aube. 10 ou 11 octobre 1914, j'ai décidé que la guerre, c'était d'abord un massacre. Le reste, c'était d'abord un massacre. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau, crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Pour faire de ton fils un homme, tu as peiné pendant 20 ans, tandis que la gueuse en assomme en 20 secondes des régiments. Refuse de peupler la terre, arrête ta fécondité, décrète la grève des mères, au bourreau crie ta volonté, défends ta chair, défends ton sang, abat la guerre et les tyrans. Là, il y a une citation que vous reprenez dans un de vos livres de Bertrand Russell qui dit « Aucun des mots que l'on veut éviter par la guerre n'est pas un seul des mots que l'on veut éviter par la guerre. » Dites-le, puisque vous le... Pas un seul des mots qu'on veut éviter par la guerre n'est un mal plus grand que la guerre elle-même. La Patrie humaine, journal des combattants de la paix que nous étions, l'organisation pacifiste, Félicien Chalet, le pasteur Rosaire, oui, Robert Jospin,
le père de Lionel Jospin, était un des grands, peut-être même l'orateur le plus, comment dirais-je, la voix la plus puissante. T'as une voix forte. Vas-y, tu vas les dompter peut-être. Alors oh. Excusez-moi. J'ai pu faire une conférence pacifiste le 16 juin 1939 à Francfort-sur-le-Main. Et les jeunes Allemands m'ont bien dit qu'ils ne pouvaient rien faire contre la guerre. Ils ne pouvaient pas faire un mouvement pacifiste comme nous le faisions en France, malgré Munich. Et à la fin de la conférence, j'ai dit oui, je vous comprends. Il y avait 200 Allemands devant moi. Je comprends que vous ne pouvez rien faire, donc la guerre aura lieu. Cette ville de Francfort sera détruite. Et la moitié d'entre vous mourront à la guerre. Puis je regarde. Je dis, est-ce que je vais être mis en prison? Non. J'ai pu aller jusqu'à Dresde. Est-ce que, comme disait Jean Giono, la seule façon de défendre la paix, c'est de refuser toutes les guerres? C'est ce que nous avons fait, Jean Giono et moi. Et je vous signale que pendant la guerre en 1942, j'ai été voir Jean Giono à Manosque et nous avons discuté de ces problèmes. Au moment où on considérait Jean Giono comme presque un collaborateur, ce qu'il n'était pas. Oh, oh, c'est lui. Le 24 août, j'étais comme garçon de restaurant quand hôtel à Châtel-Villon. Et alors j'étais mobilisé. Et à l'époque, tu n'étais pas antimilitariste. Ah, j'étais rien. Ah, j'étais le parfait pecno, quoi. Les Italiens nous ont attaqués, c'était presque la fin de la guerre. Et alors, l'adjudant-chef, l'adjudant me dit, Dupont, il faut porter ce télégramme, ce message, au Charmex, en bas, au PC. Il y a 6 kilomètres, sous les bombardements. Alors, oh, la peur. Tu te rends compte? La trouille. Alors, la trouille. Quand tu penses, tu imagines, toi, la nature en fête, les fleurs, tout ça, et tu entends des éclats, des explosions, les obus qui tombaient sur Modane, il y a eu des morts quand même, pas beaucoup, quelques-uns, et les arbres déchiquetés. Mais tu dis, mais je vais crever, je vais mourir. Et l'armistice était signé quelques jours après. Puis alors, l'idiotie de la guerre, c'est d'abord la guerre qui a pu... quelle connerie, la guerre, Prévert le disait très bien. Alors, quand l'armistice a sonné, on était voir les Italiens qui étaient perchés sur les montagnes, qui voulaient nous... Mais on les a massacrés avec des canons, parce que c'était un fort. Hein. Alors, on tire en 75, on a parlé avec eux, ils ont perdu beaucoup de personnes. Alors on dit, allez, vous êtes allé jusqu'à Chambiré, l'arme à la Bretagne, tu parles. C'est l'absurdité, la guerre, on ne peut pas imaginer la plus grande connerie, c'est la barbarie quand on pense qu'on commémore encore ces actes de barbarie. Puis vous l'en tuez, hop, couvert de merdaille, léché du robe Bijard, massue, qu'est-ce que vous avez fait dans votre vie? J'ai tué des gens. Combien? Oh, quelques milliers, bravo, décoré. C'est pas absurde ça. En 1960, vous signez le manifeste des 121. Qu'est-ce que c'était que ce manifeste? Eh bien, c'était Jean-Paul Sartre qui avait rédigé un manifeste incitant les soldats français à ne plus participer à la guerre en Algérie et incitant même à démissionner, à déserter même l'armée française. Alors, hurlement dans la presse, arrêtez tout de suite. De Gaulle a dit, on ne met pas Voltaire en prison. Voltaire, c'est Jean-Paul Sartre. Alors nous, les sous-Voltaire, puisqu'on ne mettait pas notre patron en prison, puis ensuite, j'étais invité par M. Rochereau, ministre de l'Agriculture. Et j'ai dit, Monsieur le ministre, il m'est arrivé une fois dans ma vie à faire quelque chose contre ma conscience. J'ai fait mon service militaire alors que j'étais objecteur de conscience. J'en ai beaucoup souffert. Et j'ai terminé par... J'ai été fou pendant 6 mois à cause de ça. Alors, comme une fois contre ma conscience, j'ai couru de tels périls, n'importe quoi, je ne courrais pas une seconde fois de tel péril, donc j'obéis à ma conscience. Il m'a dit, monsieur le professeur, comme vous avez raison. Alors pendant la guerre d'Algérie, vous lisiez le Canard? Je pouvais pas. Je pouvais pas, c'était interdit, parce que j'étais en Algérie. Mais ensuite, quand je suis revenu en France au bout de 2 ans et demi, ça a quand même été très long, parce que j'ai passé 2 ans et demi là-bas. Alors, non seulement je n'étais pas un héros, mais en plus j'avais perdu une guerre objectivement. Deuxièmement, c'était une guerre que je ne voulais pas faire. Troisièmement, une guerre que je récusais et contre laquelle je m'étais battu. Mais quatrièmement, les gens de l'Algérois
nous traitait de lâches et de salopards, enfin d'immondes personnages car nous avions perdu la guerre. Et 5e ou 6e, quand je suis arrivé en France, alors j'étais carrément assimilé à un parachutiste qui avait torturé, etc. Et là, je crois qu'en 3 ans, j'ai beaucoup appris sur l'histoire, beaucoup. C'était un résumé de toutes les absurdités de l'histoire. Depuis ce temps-là, je suis assez prudent sur les choses de l'histoire.